Voilà, on va donc essayer de vous expliquer en une petite demi-heure cette nouvelle façon d'éditer de la bande dessinée qu'est le crowdfunding. Pas seulement la bande dessinée, mais ce qui nous concerne ici, c'est vraiment une façon pour les auteurs de pouvoir éditer un livre qu'ils ont envie de faire éditer par un éditeur qui est un éditeur de nouvelle sorte. Alors je vais d'abord expliquer en quelques mots qui nous sommes. Vous avez la chance d'être dans une génération où la bande dessinée est considérée, où il y a des musées, où elle entre dans le marché de l'art, où il y a des festivals extraordinaires comme celui-ci. Dans ma génération, lorsqu'on voulait acheter une bande dessinée, on allait chez le libraire et puis on devait dire que c'était pour un cadeau parce que c'était surtout pas pour nous. C'était mal vu de lire une bande dessinée, c'était pour les enfants ou les débiles mentaux. Et donc, au début des années 70, il y a eu tout un mouvement de reconnaissance de la bande dessinée par une grosse exposition à Paris et tout un phénomène de fanzines qui ont commencé à contacter les auteurs pour les interviewer et à leur faire parler de leur travail. Eux très étonnés qu'on s'intéresse tout à coup à ce qui autrefois était déconsidéré. Et en 1980, j'ai lancé en Belgique la première émission sur la bande dessinée. Elle a duré 16 ans. C'était 2 heures par semaine. Et j'ai rencontré à l'époque tous les jeunes, Tardy, Bilal, Loisel, Tom et Jean-Ry qui ont repris Spirou ensuite. Les grands qui étaient accessibles à l'époque étaient Payot, Will, Franquin et tous les autres. Ce qui m'a valu d'être nommé rédacteur en chef de Spirou en 1987. Puis de quitter cette fonction en 1993 pour créer le département multimédia des éditions du Puy, à une époque où il y avait à peu près 3 lecteurs de CD-ROM en Europe et Internet commençait à balbutier principalement aux États-Unis. Et c'est devenu le département le plus important du Puy et tous les albums sont maintenant lancés avec les technologies que nous avions développées à l'époque. J'ai fondé en 1996 un site que vous connaissez sans doute si vous vous intéressez à la bande dessinée, qui est Actua BD, qui fête ses 20 ans cette année-ci, qui fonctionne avec une vingtaine de bénévoles et qui est l'institution en matière d'information BD. Je suis redevenu rédacteur en chef de Spirou en 2005 avant de devenir responsable du patrimoine chez Dupuis et de relancer toutes les intégrales que vous connaissez maintenant de Spirou et Fantasio, Natacha, bref, tout ce qui fait le grand patrimoine de Dupuis, et ce qui a lancé une énorme vague de réédition patrimoniale chez tous les éditeurs, vu le succès de ces intégrales-là. Et puis, j'ai quitté Dupuis en 2009 pour créer en 2010 Sandaway, la première plateforme collaborative pour soutenir des projets de bande dessinée. Alors, Cynthia, ici, est italienne. Ça se comprend une fois qu'on voit son nom. Elle est un cas unique dans l'histoire de la bande dessinée parce qu'elle est la seule à avoir fait une carrière d'auteur en commençant par des études d'informatique. Alors je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'elle a fait et Philippe va peut-être traduire. Donc ça, ce sont tes débuts. Elle était assistante. Vous parlez anglais tous ou pas? Ça va? Donc elle était assistante de ce dessinateur. Voilà, c'est l'école qu'elle a faite après ses études d'informatique. En fait, elle était chargée du décor, enfin du fond, hein, l'arrière-plan. Oui. And after the same publisher I was working with the guy with for distributors. Voilà, cette maison d'édition en fait pour laquelle travaillait son tuteur, on va dire, hein, son mentor, a accepté donc ces projets donc Dragon, Cilia et Bianca. Ça sous sa première BD. Voilà, la maison d'édition a fait faillite et donc elle a fait un break évidemment par la force des choses. Oui, pas oublier. Oui, fermé, oui. Enfin, c'est failli à fermer. Et ça, c'est l'éditeur qui This is the publisher I found after 4 years of argument with my life publishing companies. Voilà, ça c'est notre maison d'édition, c'est Clair de Lune. Hein. C'est ça, Clair de Lune. C'est une des petits. La fontaine dans le site. Oui, non, enfin c'était. Mais c'est Clair de Lune, quoi, l'éditeur. Voilà, ça c'est sa dernière bande dessinée, c'est un format italien, donc 2 à 4, Rosa Viola et les 4 tomes sont sortis. Ça, il l'a pas dit, hein, c'est moi qui l'a devancé. Et puis Oliver Peter avec Philippe Pelaez. Alors, quelques mots sur Philippe Pelaez. J'ai rencontré quand même pas mal de fous furieux de ma carrière en plus de 30 ans de bande dessinée. Il est au niveau du top. Il fournit d'idées.
il fournit d'énergie et il est le parfait profil d'un auteur qui peut faire du crowdfunding. Il a des idées tout le temps. Il a 28 scénarios dans sa tête, ou même sur papier déjà. Et hier, il m'a demandé s'il ne pouvait pas en faire encore plus, parce qu'il voudrait continuer à en faire plus. Et il s'amuse à imaginer plein de choses. Et donc, il a lancé sur notre site Oliver Peter et Parallèle, et il a brillamment réussi ça parce qu'il a compris la première leçon du crowdfunding, c'est il faut s'amuser. La deuxième, c'est il faut communiquer, puis communiquer. Tout. Mais d'abord, il faut s'amuser. Et donc, il a énormément de bouquins dans sa tête, mais seulement peu encore en librairie. Le premier ici. Alors, je vais en parler. En fait, moi, j'ai commencé il y a 3 ans la bande dessinée, donc je suis à ma 3e BD. Je suis enseignant, donc je suis prof d'anglais, donc il y en a qui vont dire oui, c'est bon, t'as le temps d'écrire des scénarios, merci, je l'ai senti. Non, en fait, donc, moi je suis prof d'anglais, examinateur en classe prépa, j'habite sur l'île de la Réunion. En fait, c'est vraiment par accident. Je suis aussi prof de cinéma, et donc c'est par accident en fait que j'ai commencé la BD. Je faisais intervenir un dessinateur qui s'appelle Olivier Giraud, dessinateur de Botticelli. Et un jour, il a présenté aux élèves quelques aquarelles, etc. Donc un immense portrait de ce bonhomme. Et donc je déteste la prochaine BD, etc. Mais non, c'est juste une illustration comme ça que j'ai faite pour le plaisir. Il a mis 2 mois à la faire. Et puis en discutant de fil en aiguille, il m'a demandé si je voulais pas lui écrire une histoire, parce que j'ai commencé à partir un peu dans tous les sens. Voilà. Et donc on a présenté ça sur un éditeur de la Réunion qui s'appelle Début dans l'océan. Peut-être qu'il y en a qui connaissent la grille coloniale. C'est une des BD de... Et donc c'est parti, donc j'ai écrit les 4 tomes assez vite et j'ai pris goût à ça et puis j'ai commencé à envoyer des scénarios à droite à gauche et donc je me suis lancé dans l'aventure Sandaway avec Oliver et Peter et aussi avec Parallèle. Mais j'ai aussi d'autres, j'ai un scénario qui est pris chez Delcourt et puis 2 autres chez Glénat, donc j'attends un petit peu qui trouvent les bons dessinateurs parce qu'ils en ont déjà écumé quelques-uns. Voilà, mais je fais ça en fait la nuit puisque je ne dors pas, très peu, donc 3-4 heures. Et donc en fait non mais c'est vrai, j'écris de 3h du matin jusqu'à 6h. Voilà. Et après, c'est vrai que l'animation, on verra plus tard comment animer un projet. Voilà, ça c'est avec Laval NG. Laval, donc ça c'est une BD qui est sortie donc en juin. Le premier tome, c'est prévu en 4 tomes. Et Laval, il a fait un cycle de Balade au bout du monde sur un scénario de Macchio. Je ne sais pas si vous connaissez Balade au bout du monde de Guénin. Il y a plusieurs dessinateurs, il y a Erengel, il y a Fort, qui a fait je crois le premier cycle, Laval. Il a fait aussi participer à un collectif avec des sillages et aussi Circuit de mystère chez Delcourt. Voilà. Donc, je travaille avec Laval qui est de l'île Maurice, donc pas très loin de la Réunion. Et puis avec donc Olivier qui lui est réunionnais, et puis avec Sylvia donc, qui est italienne, et qui donc avec Internet, ça va, on arrive à... C'est que la 2e fois que on a déjà financé le tome 2, c'est que la 2e fois que je vois Cynthia. Donc on fait Skype, on fait par Internet, mais bon, j'habite à 10 000 km aussi, donc c'est pas évident. Alors je vais commencer par un tout petit quiz. Je pense que vous connaissez la réponse, mais on va le faire quand même pour la forme. Quel est le point commun entre ceux-ci, vous connaissez? La Sagrada Familia à Barcelone. Ceci, vous connaissez? Tata au Congo. La Statue de la Liberté. Et Oliver et Peter. Alors le point commun, c'est que tous ont été financés par souscription. Donc Tintin au pays des Soviets. Les 500 premiers exemplaires ont été prépayés par les lecteurs pour pouvoir avoir un exemplaire signé par Hergé. Et les autres bâtiments aussi, et d'ailleurs la Sagrada Familia continue à bénéficier de la souscription pour pouvoir continuer à se développer. Et évidemment, Oliver et Peter a été financé par crowdfunding, par souscription. Alors, on parle de souscription, avant on parlait de souscription, maintenant on parle de financement participatif. Et puis puisque les Anglais sont les maîtres du monde, évidemment tout le monde parle de crowdfunding, qui est donc le financement par la foule, la foule, funding, les fonds. Et comme les Québécois détestent ce qui est américain, ils ont traduit par sociofinancement, qui est très joli. Voilà, et nous avons un effet démo, parce que le PowerPoint se plante. Le projet, alors ça tourne, il y a des fourchettes assez larges, hein, mais pour un projet qui est après complètement pris en charge par la maison d'édition Sandaway, puisqu'après c'est une distribution tout à fait classique, c'est distribué par Hachette. Ouais, c'est distribué par Hachette. Il faut compter des budgets entre 39 000 et 45 000 et 46 000 euros. Par exemple, pour les gens qui étaient là au début avec qui j'ai pu discuter, sur le projet Oliver et Peter, c'est 40 000 euros. Le projet Parallèle, c'est 42 000. Les 2 tomes 2, Oliver et Peter et Parallèle, c'était 42 000 et 44 000 pour Parallèle. Et les tomes 3, c'est 42 000 pour Oliver et Peter et 46 000 pour Parallèle. 6 000. 6 000.
Ce qui est un tirage pour chez le Lombard, il tire à 6 000 pour les gens qui ne sont pas très connus pour les premières BD. Après, Torgal, c'est autre chose, hein, mais donc c'est tout à fait honnête comme tirage. En sachant que moi, je suis absolument pas connu. Cindy a fait quelques BD, mais on n'est pas non plus. Voilà. Donc il faut compter 40 000 € à peu près en moyenne. Ah non, oulala, non, tout ça finance l'avance pour les auteurs. Ah, ça y est, pardon. Il faut me dire stop en fait, parce qu'après vous appuyez sur le bouton et... Donc la souscription, crowdfunding, n'importe quoi, le principe est toujours donnant-donnant. C'est-à-dire que vous avez une idée, vous voulez faire une bande dessinée, un film, une pièce de théâtre, rénover le Mont-Saint-Michel, vous allez sur un site spécialisé, il y en a pas mal, des sites de crowdfunding qui sont faits spécifiquement pour pouvoir amener de l'argent à des porteurs de projets. Et vous tentez de convaincre les gens de vous apporter de l'argent pour pouvoir réaliser ce projet. Si jamais vous atteignez le budget, vous le réalisez et vous donnez en échange des contreparties aux gens. Tous les sites de crowdfunding fonctionnent comme ça. Et ces contreparties peuvent être physiques ou financières. Si vous financez le Mont-Saint-Michel, la rénovation du Mont-Saint-Michel, vous leur offrez entrée à vie par exemple, ou une belle photo de vous en face du Mont-Saint-Michel. Il faut créer des choses pour donner envie aux gens de financer. Alors ça a été popularisé il y a une quinzaine d'années avec une compagnie qui s'appelait My Major Company, qui avait lancé un chanteur, Grégoire, qui avait été disque d'or après avoir financé son disque. Et les gens qui avaient financé avaient touché 40 fois leur mise parce qu'ils étaient rétribués sur les ventes de l'album. Suite à ça, tout le monde s'est engouffré dans le crowdfunding. My Major Company faisait que de la musique, mais ce sont des sites généralistes maintenant principalement qui sont amenés. Vous connaissez Ulule, je suppose, très dynamique. KissKissBankBank, concurrent, beaucoup moins dynamique. Et Kickstarter, qui est le leader mondial, qui permet de financer n'importe quoi. Vous avez une invention, un nouveau type de vélo, d'ordinateur, de lampe de poche, de la BD ou autre, vous allez chez Kickstarter. Et puis, sont arrivés des sites beaucoup plus pointus, spécialisés. Certains disparaissent très vite, d'autres restent. J'ai mis Touscoprod ici, qui s'occupe de financement de films. D'Artagnan, qui s'occupe de financement de patrimoine. Vous pouvez financer une sculpture, un tableau, ou même une partie d'un monument historique. Culture Time qui finance tout ce qui est relatif à la culture, et Pentian qui s'occupe de littérature. Et puis, il y a bien sûr Sandaway, qui fait partie des éditeurs, des sites de crowdfunding spécialisés, qui est un cas tout à fait à part parce que les autres sites se contentent d'offrir des... Enfin, ils se contentent, c'est bien, ils le font très bien, offrir un outil pour ramasser de l'argent. Nous faisons la même chose, mais en plus, nous sommes une maison d'édition. Et nous avons plusieurs types de livres que nous finançons. Ces deux livres-ci ont été financés dans ce que nous appelons des projets Sandaway, ce que nous avons fait depuis le début, où les auteurs sont un peu traités de la même manière que dans une maison d'édition traditionnelle. Ils présentent un projet et ils signent un contrat de cession de droits. Et en échange, ils reçoivent une avance et toucheront des droits d'auteur sur les ventes qui dépassent cette avance. Mais ils cèdent tous leurs droits. Nous avons un autre système qui est un peu comparable à ce que Ulule et Kickstarter font, c'est-à-dire que ce sont des projets libres où les auteurs gardent tous leurs droits et récoltent l'argent, mais peuvent utiliser les services de la maison d'édition pour faire imprimer leurs livres, pour le faire distribuer, pour le faire corriger, n'importe quoi. Donc tout ce qu'on fait normalement dans l'ensemble des projets Sandaway, on peut le faire à la carte sur les projets libres et tous les bénéfices sont pour eux. L'exemple de Barak, tu nous manqueras ici, c'est un auteur belge qui est un auteur de presse très important, qui a quitté son éditeur pour venir chez nous. Il a financé l'album, il a géré lui-même la production de l'album, nous avons géré l'impression et la distribution. Il a fait 2 albums chez nous. Dans le premier, nous avons géré la distribution, dans celui-ci, il s'est débrouillé lui-même pour la distribution. Et tout ça, en fait, est payé par les internautes. C'est donc de l'édition à compte de lecteur. Les auteurs ne payent rien. Ils donnent de leur temps, par contre. Beaucoup, oui. Et puis, nous avons aussi de l'édition propre. Nous avons, par exemple, fait, hors financement participatif, là, la bande dessinée officielle du bicentenaire de la bataille de Waterloo l'année passée, qui a accueilli 120 000 personnes. Et là, c'est l'édition traditionnelle.
Alors, ce qui est très important avec ça, c'est que nous utilisons... oui, d'abord, nous faisons édition papier, édition numérique. Donc, les albums sont disponibles partout en Belgique, en France, en Suisse, au Québec, mais aussi dans toutes les librairies numériques. Donc, BD Buzz, Fnac, Amazon, tous les endroits où Isneo, tous les endroits où on peut acheter de la BD numérique, nous sommes présents dessus. Et nous utilisons à fond tout ce qui est nouvelles technologies. Nous ne pourrions pas exister sans les nouvelles technologies. Alors, je vais commencer par un petit exemple de nouvelles technologies, qui est une bande-annonce qui est faite pour le lancement d'un album et qui est diffusée via YouTube. C'est chouette, ouais, enfin, c'est chouette, mais en tout cas, il faut que ça pète pour les... Pardon. Il faut, voilà. Quand ils m'ont dit, ouais, la bande-annonce, je pensais que c'était pour le site. Non, c'est avec ça qu'on va vendre la BD et que en fait, les commerciaux vont essayer de placer les exemplaires chez libraires. Donc j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris 2 mois pour le faire. Et c'est vrai que c'est vraiment utile. Il faut vraiment donner envie aux commerciaux de vendre l'album, quoi. Il faut qu'ils y croient déjà eux-mêmes. Hein. La bande-annonce, qui est un rythme qu'on retrouve dans tous les films, dans bande-annonce de films de science-fiction, c'est vraiment le rythme de la BD, de la structure narrative, ou c'était juste pour l'effet... ça claque, pareil avec la c'est très rythmé. Ouais. D'ailleurs, ça commence in media res, comme toutes comme ça devrait commencer, c'est-à-dire on rentre dans le vif du sujet de suite et puis les éléments se mettent en place au fur et à mesure, mais il faudra arriver au tome 4 pour comprendre l'ensemble de la chose. Et donc cette bande-annonce sert effectivement pour convaincre les commerciaux que c'est un chouette bouquin. C'est montré, si possible, aux libraires, quand ils ont le temps de regarder les bandes-annonces. C'est envoyé à tous les édinautes, donc les éditeurs internautes, c'est un néologisme qu'on utilise pour tous les gens qui soutiennent le projet. Et on leur demande d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir la diffuser. Donc on utilise à fond tout ce qui est possible pour la diffusion. Et donc nous sommes une maison d'édition, une plateforme de crowdfunding comme les autres, pour le reste, qui a pour but de permettre à des gens qui ont des projets liés à la bande dessinée de les faire financer. Quand je dis liés à la bande dessinée, on a commencé par des albums, et puis on a financé une émission de télévision sur la bande dessinée, on a financé un portfolio de dessin, on a financé un livre d'art, d'illustration, on a essayé de financer une fresque murale de la ville de Bruxelles. Si vous allez à Bruxelles, un jour, allez dans le centre de la ville, parce que Bruxelles est une ville très BD, énormément de façades ont été peintes avec des dessins de Hergé, Franquin, Peyo, Scheuten, tous les auteurs actuels en fait. Et on avait un projet de financer cette fresque, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas que des réussites dans le crowdfunding. Et ce ne serait pas possible, évidemment, sans la communauté de lecteurs, qui est les gens qui nous soutiennent. Alors quand j'ai fait la présentation, j'ai fait une copie d'écran, parce qu'on indique exactement le nombre de membres, le nombre de projets, etc., sur l'ensemble du site. Et donc on était à plus de 20 000 membres. On avait 100 projets et plus de 2 millions investis. Et à peu près un tiers des membres investissent dans les projets. Les autres sont là pour participer ou regarder ou ne rien faire parfois. Alors comment est-ce que ça fonctionne, le crowdfunding? En fait, ça fonctionne exactement comme dans une maison d'édition traditionnelle. Les auteurs s'amènent avec un projet et ils doivent convaincre d'abord un éditeur. Et donc le projet, c'est quoi?
eh ben, c'est un pitch. Alors, un pitch, normalement, c'est court. Un pitch. Si l'éditeur passe le cap du pitch, il lit un résumé. Et si le résumé l'intéresse, il a le courage de lire le synopsis. Et puis, pour encore mieux le convaincre, on a évidemment les visuels. On n'a jamais un bouquin qui est fini quand on s'amène chez un éditeur, sauf dans certains cas particuliers, mais c'est rare. Et on a évidemment des esquisses, des planches crayonnées, des tas de travail, etc. Vous voulez dire quelque chose à ce propos? Non, non, c'est bon, j'allais dire que les planches étaient là, on en a mis quelques-unes, mais c'est celles que vous voyez sont là, vous pouvez les consulter si vous voulez. Et donc c'est sélectionné par un éditeur, chez nous en tout cas, on est deux. J'ai un éditeur adjoint qui vient du journal Spirou, et qui a été habitué à filtrer les projets pour Dupuis, et moi j'ai fait ça aussi en tant que rédacteur en chef, évidemment. Et on décide alors, en fonction de certains critères, soit de les accepter comme projet Sandawe, tout prendre en charge, soit de les prendre en projet libre, avec tous les services à la carte que les auteurs veulent, mais certains auteurs ne veulent pas passer en projet Sandawe. Par exemple, Barack Obama, que vous avez vu tout à l'heure, il voulait absolument être son propre éditeur et avoir tous les bénéfices pour lui. Parce que dans un projet Sandawe, le taux pour un auteur est de 10%, qui est le taux traditionnel en édition. Pour un projet libre, tous les bénéfices sont là, c'est-à-dire une marge de 35%, 3 fois plus. Et donc nous avons quelques exemples de projets Sandawe avec Parallèle. C'est les projets en cours pour le moment, donc Parallèle 3 déjà, Monsieur Pérez, Oliver Peter 3, Mademoiselle Cynthia, Sanguine qui est au deuxième. Donc on a des séries, on parvient à financer des séries. Et puis des projets libres. Vous voyez, c'est très varié comme style. Le 3 Aventure, par exemple, était une BD érotique. Baiser de l'Orchidée, c'est une réédition. En fait, c'est un sauvetage d'une série qui a été réalisée chez un éditeur qui a fait faillite. Ils ont fait le tome 1, l'éditeur a fait faillite, et ils viennent terminer le 2 chez nous, et donc on fait une intégrale. On essaye, contrairement à ce qui se passe chez les éditeurs traditionnels, de boucler les séries. Parce qu'il y a un tas de séries qui sont malheureusement arrêtées en plein milieu, et les lecteurs commencent à en avoir un peu assez d'acheter des numéros 1, numéro 2 et pas avoir la fin de l'histoire. Nous on fait tout pour que ça se boucle. Mais c'était possible que parce qu'il y a des internautes qui sont motivés par le projet et qui le financent. Et alors on établit un budget qui est très intéressant parce que, vous voyez, on prévoit des frais de création. C'est un projet Sandawe, donc il y a une avance qui est donnée aux auteurs. Et ces frais de création intègrent à la fois le travail des auteurs, dessinateurs, scénaristes et coloristes, et aussi metteurs en page, création de la couverture, etc. On a les frais d'impression puisqu'on fait du papier, les frais de promotion, qui sont assez bas parce qu'on utilise à fond les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, et donc ça n'a pas un prix élevé. On n'aurait pas les moyens avec ça de faire une publicité dans Zo par exemple, ou dans Canal BD. Les frais de contrepartie d'Inote, puisque c'est du donnant-donnant, on fabrique donc des contreparties, et une grosse partie de ce poste, c'est les frais postaux. On fait gagner beaucoup d'argent à la poste, puisqu'on envoie beaucoup d'albums. Puis notre commission de crowdfunding, et puis c'est des frais de sécurité, de comptabilité, sécurité, etc. Alors on établit avec les auteurs une liste de contreparties, donc Philippe va commencer à expliquer un petit peu le principe. Vous voyez, c'est croissant en fonction de la somme investie. 10 €, c'est un peu le seuil des gens qui veulent donner un coup de pouce, c'est les copains, c'est la famille, c'est pour aider le projet à démarrer aussi. Et puis là, on est dans du numérique. Donc ils reçoivent l'album en numérique et ils ont leur nom dans l'album, ce qui est important pour des amateurs de bande dessinée. Donc dans chacun des albums que nous publions, il y a la liste des donateurs. Oui. Ouais, mais enfin moi je rajoute toujours une couche un mois avant la sortie. En fait, non, si j'ai un carnet d'adresse, si tu veux, où j'envoie aussi déjà mon résumé de l'histoire avec mes notes d'intention, si tu veux, comme un projet éditeur. Et j'envoie ça, donc je me suis mis d'accord avec Thibaut Fontenoy qui s'occupe de la promotion à Sandawe. Et voilà, donc un mois avant, j'envoie ça à plein de 130 journalistes en fait, en leur expliquant, etc. Et puis comme ça leur met déjà un petit peu c'est une technique, hein, une tactique même. Et 15 jours avant, je crois, ils reçoivent le dossier, le kit presse de Oliver et Peter ou Parallèle, etc. Mais ils savent déjà ce que c'est, ils ont déjà ça permet des fois d'avoir les critiques dans les BD gestes ou des BD par exemple, alors que le bouquin n'est pas encore sorti ou va sortir. Voilà, c'est aussi une manière de... donc j'en rajoute juste parce que c'est moi qui le fais, quoi. Après, voilà, c'est pas tous les auteurs ne font pas ça, quoi.
À 20 €, c'est la contrepartie que la plupart des gens recherchent, c'est l'album. Donc en fait, c'est des gens qui sont intéressés par l'album et qui le reçoivent. Mais en plus, ils ont un certificat, une sorte d'action en bourse, avec leur nom qui est indiqué, la signature des auteurs, et chaque internaute reçoit ça. Et alors, il y a, en fonction des autres niveaux, il va vous montrer... De toute façon, à 20 €, bon, ils reçoivent la BD, le certificat d'Edinote, il y a leur nom, donc je sais, enfin, c'est un très joli certificat, mais ils reçoivent aussi un poster, et la BD, évidemment, ils la reçoivent chez eux. Et donc, généralement, les posters sur les paliers 20 €, c'était la reproduction de la couverture, et quand je me suis lancé dans l'aventure Sandaway il y a 2 ans, je me suis renseigné un petit peu, les Edinote me disaient, bah, on la plie en 4 et on la met dans un tiroir. Donc, nous, on a décidé avec Cynthia de faire, et même sur Parallèle, c'est pareil, de faire des affiches un peu originales. Donc, on a eu l'idée, par exemple, je vous la fais passer, donc à 20 €, les Edinote reçoivent la BD, le certificat, et puis cette affiche qui est en fait une fausse affiche qui aurait pu être celle de la première de la pièce Peter Pan le 27 décembre 1904 au théâtre de Duke of York à Londres. Voilà, donc c'est un premier bonus. Mais ce sont toujours des séries très limitées, c'est-à-dire c'est des bonus qu'on ne refait pas. D'accord ? Et puis on les signe tant... Voilà. Ah oui, tu as tout affiché là. Bon voilà, par exemple, ça c'est un autre bonus, ça c'est un fascicule, donc qui est le programme de la première de Peter Pan, de la pièce Peter Pan. C'est pour la BD Oliver et Peter, qui est la rencontre entre Oliver Twist et Peter Pan. Bientôt validé par Loisel, je précise, très bientôt. J'y tiens. Et voilà, donc ça c'est le fascicule. Ensuite vous avez par exemple un ex libris, bah, attends, on va faire passer tout ça. Voilà, un ex libris, pareil, en série limitée. Donc sur du papier noble. Vous avez aussi, donc ça c'était fun, mais les élèves, pardon, les Edinote, excusez-moi, les Edinote ont vraiment apprécié. C'est une sorte de... j'ai mis toutes les unes les plus importantes sur Jack l'Éventreur. Voilà, avec le fameux Police News qui était le magazine, un peu le Voici, ou le détective. Vous savez, de l'époque. Tiens, si tu veux faire passer, pareil, sur du papier un peu journal, une reproduction de planches. Et par exemple, ça, vous avez donc au palier 100, t'as tout mis là, ouais. Au palier 100, vous avez un artbook, pareil, en série limitée, donc on ne les refait pas, avec tous les sketchs, les esquisses, les études de personnages de Cynthia. Voilà, on peut le faire passer aussi. Et là, vous avez une reproduction de planche qui est signée. Crayonné de planche, en a 4. Et donc les lecteurs peuvent très bien dans l'album mettre le crayonné en face de la planche. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque palier, l'Edinote qui monte à tous les bonus qui précèdent. Et ça devient enfin de plus en plus intéressant. Puis il y a beaucoup de collectionneurs qui sont prêts à mettre des sommes assez folles. Pour tout vous dire, sur Parallèle, j'ai un Edinote qui a mis 9 000 € dans la bande dessinée. C'est-à-dire qu'à lui seul, il finance 22%, 23% de la bande dessinée. Ouais. Mais des fois, les personnages ont la tête de certains Edinote. Donc quand c'est bien intégré, c'est très bien fait. Donc si je continue sur les paliers, au palier 200, c'est le palier dédicace. C'est-à-dire qu'à Sandaway, ils ont calculé un petit peu combien ça coûtait pour quelqu'un qui voulait faire dédicacer une BD, de se déplacer, dormir, etc. Donc à 200 €, l'Edinote a tous les paliers, tous les bonus qui précèdent, plus une dédicace personnalisée, donc de Cynthia ou de Laval ou de n'importe quel auteur qui est le dessinateur de la BD. Ça va ensuite, bon, il y a le palier 500, c'est un dessin personnalisé, c'est-à-dire que sur un format A3 ou A4, mais généralement A3, l'Edinote demande au dessinateur, bah, je voudrais que tu me fasses moi, ma femme, mes enfants sur, je sais pas, sur le Big Ben. Voilà. Et donc Cynthia fait ça. Donc il y a évidemment, plus on monte, moins il y a des Edinote qui vont jusqu'à ces paliers, parce qu'il faut quand même avoir le porte-monnaie solide. Et à 750 €, sur, je ne sais pas si tu l'as mis, ici c'est 800 €, on a une figurine. Donc sur le stand Sandaway, on en avait mis une aujourd'hui, celle du Capitaine Crochet, et demain on mettra aussi celle de Parallèle, c'est une créature de l'album. Voilà, limité à 20 exemplaires, et après le sculpteur donc casse le moule comme tous les sculpteurs d'ailleurs, hein, ils n'en refont jamais. Et à 1000 €, donc à 1000 €, l'Edinote qui va à 1000 €, donc à tous les bonus qui précèdent, plus une planche originale de l'album. Donc quand l'album est fini, il choisit sa planche et il reçoit ça dans son planche dédicacée. Et voilà. Donc on essaye de faire vivre en fait l'univers de l'album au travers des différents bonus. Et quelqu'un qui aime l'album a effectivement tout un ensemble de choses qui sont passionnantes pour lui, s'il est fanatique d'une bande dessinée. Et quand tu lances une ta campagne, toute ta BD elle est déjà finie en fait quasiment quoi. Non,
elle est pas. Les scénarios, si. Le scénario, je t'ai dit, Oliver et Peter, les 3 sont écrits. Parallèle, les 4 sont déjà écrits depuis un moment parce que c'est, comme je t'ai expliqué après, je sais plus si c'est à toi ou à toi, mais en fait, ça me permet, quand je suis au tome 4, de dire mince, attends, pour que ça colle bien, il faudrait que je revienne au tome 1, et voilà. Mais après, pour ce qui est de la BD elle-même, le dessin, non, elle est pas. Là, par exemple, on a financé donc le tome 2, on a fini, je crois, en juillet. On a lancé le tome 3, donc on est à 30% en 15 jours. C'était pas les bons chiffres, on est déjà à 30%. Et c'est vrai qu'on lance le financement du tome 3, mais nous on attaque, enfin c'est Cynthia surtout parce que moi je la regarde, le storyboard du tome 2. Et elle va faire la couverture du tome 2, puis après c'est parti. Donc c'est pas. Mais bon, on a déjà le tome 1, donc les édinotes ont pu s'apercevoir que c'était un excellent album. Donc voilà, enfin donc ils sont pas pris de court, quoi. Mais quand tu lances le financement, non, c'est pas. De toute façon, il faut convaincre en fait les édinotes avec quoi, avec un scénario. Enfin, moi, je propose toujours aux édinotes ceux qui veulent lire le scénario et puis me faire part de leur réflexion avec plaisir, quoi. Et après, on présente les planches au fur et à mesure, sans essayer de trop dévoiler l'intrigue. Tu vois, des esquisses, etc. Voilà, après j'ai fait des posts par exemple moi sur Barry pour expliquer en fait pourquoi dans mon histoire Peter Pan c'est Barry, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le responsable de la mort de son frère à 13 ans. 13 ans c'est l'âge de Peter Pan, l'enfant qui ne grandit jamais et qui dit toujours la mort doit être une formidable aventure. Donc j'explique un petit peu la partie psychologique de ce que j'ai voulu retransmettre, et notamment aussi Dickens rejeté par sa mère, etc. Voilà, donc j'essaie de mon côté moi de scénariste d'expliquer un petit peu ce qui m'a inspiré pour l'histoire, et à côté de ça après Cynthia balance ses crayonnés, son storyboard, on explique pourquoi par exemple on est passé d'une contre-plongée à un plan d'ensemble, pourquoi Cynthia a préféré prendre je sais pas, une plongée avec un plan plus resserré, enfin tu vois, c'est un échange qui est phénoménal. Donc moi j'ai mon côté prof évidemment très didactique qui m'aide aussi, quoi, c'est ma formation, hein. Et à côté de ça c'est vrai qu'il y a vraiment un chouette échange avec les gens qui investissent. Et puis on se fait vraiment de vrais amis. D'ailleurs, il y a plein d'édinotes qui ont débarqué tout à l'heure avec des t-shirts Oliver et Peter. Enfin, ça a été le bordel sur le stand Sandawe, c'était vraiment rigolo. Donc je me suis vraiment de vrais amis. Et c'est vraiment chouette, ouais. C'est une très très chouette expérience. Ils peuvent influer sur l'événement. Par exemple, on voit, il y a Kickstarter, il y a des financements de jeux vidéo où en fait les développeurs au fur et à mesure prennent compte de la vie de tel ou tel de la communauté, en fait. Ça se passe aussi comme ça pour une BD, on peut influer sur... La question est vraiment bonne parce qu'en fait c'est des fois à double tranchant. Des fois tu as l'impression, très honnêtement, quelqu'un qui a mis 20 € et qui dit non il faudrait ça, des fois c'est injonctif. Assez injonctif, tu sais, qui disent non, ben ouais, tu vois, là, moi, je l'aurais pas vu comme ça, pourquoi vous faites pas comme ça, etc. Donc c'est vrai que nous, on prend un maximum d'avis quand on poste une page, par exemple, on prend un maximum d'avis, mais après, le choix final, c'est Cynthia et moi, ou après Patrick, quand on est vers l'élaboration finale de la BD. Mais si tu veux, les édinotes proposent toujours, sur Parallèle, sur la première page de Parallèle, tu regarderas tout à l'heure, on a changé la position du canon, parce que la dernière case de la première page, c'était pas, on s'est aperçu en fait que pour les édinotes c'était pas compréhensible, que c'était en fait un champ contre champ, c'est-à-dire de face le soldat qui tient son fusil, et après c'était la vue subjective. Donc on a arrangé la vue subjective. Maintenant on comprend que c'est en fait le canon du... Je pensais à un cas extrême où dans le tome 3 vous faites mourir un personnage et les internautes je sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Non, ça par contre, non. Pour le scénar, en fait, j'ai toujours... j'ai mes amis, moi, à La Réunion, etc., ou des personnes qui sont vraiment exigeantes, quoi, ou des libraires, d'ailleurs. Des libraires qui sont très, très pointus en BD. Je fais lire mes scénarios, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça, parce que je suis quand même prof, je suis pas... Des fois, j'ai un peu tendance à me sentir comme un imposteur, comme je le dis tout le temps. Mais si tu veux, sur les édinotes, j'ai un panel de, allez, on va dire 7-8 édinotes qui me font vraiment des comptes rendus, mais hallucinants sur le scénario. Qui me disent ça va. Il y en a un qui m'a fait un tableau de toutes les péripéties qui peuvent se passer dans Oliver et Peter. Et donc voilà, donc je prends ce qui est vraiment... le but, c'est que l'histoire soit pas parfaite, évidemment, mais qu'au moins soit lisible, compréhensible et qu'elle soit bonne, quoi, au final. Et donc, voilà, donc je peux changer, mais s'il y a des choses qui me semblent trop, non, je ne change pas. Okay. Donc après tout ce qu'on a fait pour préparer le projet, il y a un contrat qui est signé et puis on met en ligne. Et alors comment ça se passe? D'abord, les gens qui s'amènent sur le site vont l'explorer. Il y a énormément de choses à voir. Alors s'ils accrochent à un projet, ils ont toutes ces informations en fait qui se trouvent ici, c'est-à-dire qu'il y a d'abord le pitch, les illustrations, il y a le budget qui est à atteindre, ici il est de 42 000 €.
Au moment où j'ai fait la copie d'écran, il y avait déjà 100 personnes qui avaient mis de l'argent dedans. Et il y a une date limite de financement. Ce sont des dates très longues. Contrairement aux sites de crowdfunding traditionnels où les budgets sont assez réduits, et les délais sont réduits aussi. Donc c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous, c'est des budgets considérables parce qu'ils regroupent beaucoup de choses qui ne sont pas financées dans les sites de crowdfunding traditionnels. C'est donc un travail de très très longue haleine pour les auteurs. Et il faut avoir la nerf solide pour le faire. Parce que le financement, ça va comme ça. Donc quand ça va comme ça, c'est la joie, mais quand ça va comme ça et que ça traîne comme ça, il faut vraiment encourager les auteurs et certains ne parviennent pas à résister. Mais quand on se prend au jeu et qu'on est bien actif, c'est très valorisant pour les auteurs. C'est une campagne de crowdfunding qui est en baisse. Pardon ? Comment on la rebooste la campagne à un moment où on sent qu'elle est en baisse? Il faut faire des animations, il faut dialoguer avec les gens, il faut montrer sa présence. Et si ça ne suffit pas, il faut arrêter. Il ne faut pas s'éterniser. Dans ce cas-ci, on ne dépasse pas les 100%. Dans les Sundoway, parce que un point spécifique des projets Sundoway, c'est qu'on rémunère les édinotes. Ils ont une partie des bénéfices. Si on dépasse, on diminue la part des édinotes. Par contre, dans les projets libres, on peut aller où on veut, puisqu'il n'y a pas de rémunération des édinotes, et plus les auteurs gagnent, mieux c'est. Alors, le gros point du crowdfunding, c'est le dialogue. Et nous avons plusieurs endroits où dialoguer. Il y a sur le site du projet un espace de dialogue où tous les commentaires peuvent être faits, mais aussi sur chacun des posts. Donc les auteurs postent régulièrement des informations, et sur chacun de ces posts, les internautes peuvent dialoguer. Et puis il y a un forum très actif. Et quand je dis très actif, c'est vraiment énormément actif, parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures à discuter. C'est une vraie communauté de gens qui sont passionnés par le site et qui passent énormément de temps dessus, dans le bon sens du terme et le mauvais sens du terme, parce qu'il y a des gens qui sont de véritables trolls et qui pourrissent un peu la communication, mais c'est partout. Toute communauté est polluée par ce genre de personnes. Et on a un outil qui permet de vérifier un peu ce qui se passe sur le site et qui est sur toutes les pages. C'est un flux d'informations. Donc vous voyez, il y a l'icône bleue là qui indique tous les commentaires sur le projet. Et sur la home, sur la page d'accueil, on a la même chose, mais sur l'ensemble des projets. On a le petit crayon qui indique les différents posts qui ont été faits par les auteurs. Et la petite ligne jaune, ce sera le financement. Et alors, bien sûr, on participe à la vie du site et aux animations que les auteurs font. Et là, tout dépend de la créativité des auteurs. C'est un travail assez impressionnant de pouvoir en permanence attirer l'attention des gens pour pouvoir les convaincre de financer le projet. C'est un des points qui sont essentiels dans le crowdfunding. On ne savait pas au début. Au début, on pensait que, comme dans l'édition traditionnelle, on allait mettre le projet et puis que les gens allaient venir le voir et puis mettre de l'argent. Mais c'était une erreur fondamentale. Il faut vraiment être présent beaucoup et il faut animer. Voici ici, donc Philippe avait fait une tombola. Ah, ici, c'est l'exemple de la statuette qui est construite pour l'occasion. Et on montre les différentes étapes de fabrication de la statuette. C'est toujours montrer en fait ce qu'on fait, quoi. Donc là, la Patrice Brochard. Ah oui. Toujours montrer ce qu'on fait. Là, c'est Patrice Brochard qui fait beaucoup de statuettes en bande dessinée, en résine. Et donc, il a accepté de faire les 20 statuettes de crochet. Donc voilà, on a montré où c'est qu'il en était. Donc chaque fois, la réalisation, le moulage, etc. Puis la résine, la peinture. Et puis on peut parler aussi des planches. On peut aussi faire des animations, des jeux. Donc une tombola où il y avait une planche de Cynthia à gagner. Ou des dessins originaux de Cynthia. Enfin voilà quoi. Par exemple, on montre un crayonné. Et l'auteur commente son crayonné. C'est donc un endroit où on peut vraiment suivre toute l'évolution de la création d'une bande dessinée et y participer réellement. Tu vois, par exemple, là, excuse-moi Patrick, si le gars me dit mais non, pourquoi vous avez décadré, enfin pourquoi vous avez penché la caméra, c'est pas joli, on comprend pas. Et alors j'essaie de l'expliquer que si, c'est ce qu'on appelle un débulé en cinéma et que quand il y a un plan comme ça, c'est qu'il y a une perturbation psychologique d'un personnage, soit celui qui regarde, soit celui qui est au centre de l'action. Voilà, tu vois, j'essaie de... Mais c'est parce que ça m'est arrivé la remarque sur cette case. Tu vois la case où en fait il s'est passé, on voit Crochet qui s'avance dans une rue de Londres et j'ai expliqué pourquoi en fait, un diète qui me disait mais pourquoi mettre le plan penché quoi. Voilà, j'ai expliqué un petit peu que c'était pas juste une coquetterie de la part du scénariste ou de la dessinatrice. Je crois que tu as donc un compte Facebook
Donc, tu as aussi la plateforme qui te permet d'animer ta communauté. Comment tu sépares en fait les deux? Même peut-être le pourcentage, je passe plus de temps peut-être sur Facebook. Non, Facebook, j'ai vraiment eu du mal à m'y mettre, très honnêtement. Et puis c'est Facebook, enfin c'est aussi perso. Enfin c'est pas que je parle pas de. Des fois ça m'arrive de poster une planche de Cynthia ou un dessin de Laval pour parallèle, mais je fais pas ce que je fais sur Sandaway. Je marque pas les pourcents. Je dis pas tiens on est à 55%, etc. Voilà, non, je sépare les deux. C'est complémentaire en fait. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais attends, parce que j'ai mon compte Facebook perso. Donc, mais bon, j'ai aussi pas mal d'amis qui suivent aussi ce que je fais. Et après, il y a le compte Facebook de Oliver et Peter du projet. Donc là, je mets quelques planches, etc. Mais là, par contre, tu vois, je mets souvent le lien du projet, etc. Mais après, non, c'est pas. Je sépare mon compte Facebook, même si des fois je montre aussi. Là, j'ai un projet avec Carlos Puerta, par exemple. Il y a pas longtemps, j'ai montré une planche de Carlos Puerta. Et c'est vrai que voilà, c'est juste pour aussi partager avec mes amis, quoi. Mais honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à me mettre à Facebook. Maintenant que j'y suis, voilà, je m'aperçois que c'est aussi un bon moyen pour faire connaître aussi mon travail au niveau de la bande dessinée. Mais c'est pas du tout ce que je fais sur Sandaway. Et tu as d'autres réseaux sociaux? Non, après Twitter, honnêtement, je sais pas comment, j'ai jamais essayé, enfin je sais pas comment ça marche. Et après, non, il y a que ça. Pourquoi il y a d'autres réseaux sociaux que Facebook? J'ai dit. Pardon? Ah ben là, il a fallu que je crée mon truc, ouais. Sur la chaîne YouTube, il y a quoi? Il y a des fois les petites vidéos que je fais sur Patrick Pinchard notamment. Il y a des vidéos très rigolotes sur Patrick Pinchard et les mouettes. Et ensuite, quand je veux vraiment m'éclater, c'est vraiment, tu vois, des fois, au début de Sandaway, je faisais n'importe quoi. Et après, je suis devenu un peu plus sérieux quand même quand je me suis aperçu que les bandes annonces, en fait, c'était vraiment important. Et donc, c'est vrai que sur mon compte YouTube, enfin voilà, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai les vidéos que j'ai fait. Il n'y a que ça, les vidéos que j'ai faites pour Sandaway. Mais d'un côté, il y a ces conneries. Et de l'autre, chaque projet a une page Facebook. Où nous envoyons toutes les informations relatives au projet. Et nous avons une chaîne YouTube où toutes les bandes annonces passent, les émissions télé qui nous sont consacrées, tout ce qui nous concerne. Et on a un compte Twitter, bien évidemment, aussi. Et donc, l'étape suivante, c'est donc, une fois qu'on accroche à un projet, c'est le soutenir financièrement. Donc, vous aviez la petite ligne jaune là, qui indique l'historique des investissements récents sur le projet. Et vous voyez l'état de financement progressif, le pourcentage, etc. Et je mets psychologiquement parce que c'est vraiment essentiel que les internautes soutiennent les auteurs au moment où c'est compliqué pour eux. Il y a toujours des phases compliquées. Et il y a une vraie communauté qui se crée autour de certains des projets. La preuve, c'est qu'il y a toute une bande de Zozo qui sont amenés tout à l'heure sur le stand, qui sont les fans de l'album ici de Oliver et Peter. Et de Parallèle aussi, et qui ont fait des t-shirts spéciaux. Je les ai vus à Paris l'année dernière pour la première fois en fait. Quand je passais à Paris, j'avais rendez-vous chez Guilin, et on s'était fait des rendez-vous, ils sont tous venus, on était 6 ou 7, c'était avec Cynthia, c'était vraiment chouette. Et donc ils viennent aussi à Saint-Malo, donc on va se coucher très tard ce soir. Et donc avec le système de bonus qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Et alors, on compte aussi beaucoup sur les internautes pour participer à la promotion, à la fois pendant le financement, pour parler de ce qui se fait autour d'eux, et puis à la fin, quand l'album paraît, pour diffuser au maximum toutes les informations, et on leur donne des choses pour le faire. Par exemple, ici, c'est une bande-annonce. On va donc de nouveau interrompre la présentation. Non, c'est pas la bonne, c'est bien. Si, c'est pas la bonne. Non, je l'ai envoyé la bonne, je pense, mais de toute façon... Non, c'est pas la bonne, il n'y a pas de... La 2, oui. Je l'ai envoyé mercredi, donc c'est la bonne, je pense. Si c'est pas la bonne, tu me fais une... Voilà.
Voilà, donc pareil, il faut que ça pète, il faut que ça... Et puis aussi avec le texte, presque le plus dur c'est le choix du texte. Comment montrer qu'on n'est pas sur Douglas, qu'on n'est pas sur Disney, qu'on n'est pas sur du Spielberg, tu vois, c'est vachement important la bande-annonce. C'est souvent, voilà, après, en cinéma aussi avec mes élèves, je leur montre comment on fait des bandes-annonces. Il faut toujours donner en fait envie à celui qui la regarde, soit d'aller voir le film, soit d'acheter le DVD, enfin voilà. Voilà, là donc dans la promotion, il y a évidemment la page Facebook. On offre aussi un outil qui est un outil de feuilletage. Donc on met le premier chapitre, 10 à 15 pages, que les gens peuvent aller lire sur Internet, feuilleter, et puis ils ont des liens pour partager avec leurs amis, leurs connaissances. On a Twitter, et puis on fait tout ce qu'une maison d'édition fait normalement, c'est-à-dire envoyer des communiqués de presse à la presse, contacter des journalistes, envoyer le livre à des journalistes intéressés, etc. Et alors ensuite, évidemment, pour les internautes, c'est le moment de déguster l'album, le découvrir en vrai, parce qu'ils n'ont vu que des extraits pendant un an, à la fois en papier, en numérique, et puis tout ce qu'il y a à côté. Dans chacun de nos albums, il y a un code, et si vous allez sur le site, vous pouvez télécharger un e-book avec un bonus. Parfois, c'est les storyboards, parfois, c'est le scénario, parfois, c'est des dessins inédits, et dans ce cas-ci, c'était tous les crayonnés de Cynthia. Vous pouvez le télécharger en e-book, et si ça vous plaît, vous pouvez le faire imprimer à la demande chez Amazon. Ce qui permet d'accompagner le livre, si vous l'aimez particulièrement. Et puis, alors, les autres bonus que vous avez pu voir, comme l'artbook superbe de Cynthia, qui contient un tas d'images de travail, etc. Alors, je vais parler des couvertures, voilà. On peut en parler un petit peu? Voilà, c'est les idées en fait dont la couverture du tournoi évidemment elle est faite puisque l'album est sorti. Et non, en arrière plutôt, en arrière. Parce que là, lui, il est ravi. Là, voilà. Ça, ce sont les couvertures. On a déjà dans l'idée avec Cynthia. Enfin, on sait ce qu'on va faire pour la couverture des tomes 2 et tome 3. C'est-à-dire garder une constante avec un visage assez haineux au-dessus, donc qui domine le bas de l'image. Donc, on avait le capitaine Crochet. Sur le tome 2 à gauche, vous aurez un jeune garçon de 13 ans, donc très énervé, et puis qui domine une scène de l'album où vous avez Oliver et Peter, donc avec qui vont vers le Jolly Rogers, le bateau du capitaine Crochet suivi par un requin. Parce que dans mon histoire, il n'y a pas de crocodile. Le crocodile est mort, c'est un requin marteau. Et dans le 3, vous avez le capitaine Crochet de l'histoire, donc qui domine aussi une autre scène de l'album où Peter est suspendu à l'aiguille de Big Ben en tenant un sac à la main. Voilà. Donc on a présenté ça aux Edinotes. J'ai expliqué plus ou moins sans essayer de trop révéler l'histoire pourquoi on avait fait ce choix de couverture, mais on veut qu'il y ait une certaine harmonie dans les couvertures et presque que ce soit identifiable. Oliver et Peter. Pour parallèle, par exemple, les couvertures, pour ceux qui l'ont vu, les couvertures sont inversées. Il n'y a pas de quatrième de couverture. Le quatrième de couverture, c'est la première couverture en miroir. Donc toutes les écritures sont à l'envers et les personnages sont pas tout à fait les mêmes. Vidéo. Voilà, alors pour terminer, je voulais... non, c'est un scénariste heureux de tout ce qu'il a pu faire. Oui, j'étais content, j'avais reçu tous les bonus de l'État Peter, donc voilà, j'étais... Voilà. Et alors pour terminer, je voulais vous offrir 3 minutes de petits films comme ça, de bande-annonce qu'on fait pour des albums qui sont à venir. Qui paraîtra le 1er février 2017 par Anaïs Bernabé qui vient de reprendre Sasmira, si vous connaissez la série de Laurent Vicomte, qui est une série culte de Glénat. Alors ça c'est un bouquin tout à fait, tout à fait atypique, sauf pour les fêtes.
Donc la particularité d'avoir été dessiné au crayon blanc sur le papier noir, avec une finesse de détail extraordinaire. Et termine en beauté. Si vous aimez la série Viking à la télé, ça va vous plaire. Voilà, avez-vous des questions? D'autres questions? Les avantages ou les inconvénients par rapport à un éditeur classique, parce que je vois, moi ce que je pourrais dire, c'est l'éditeur classique, peut-être plus de lourdeur, plus de contrôle. Par contre, là, je vois, il y a beaucoup de travail, de promotion, d'animation, pour faire les choses aussi pour les édinotes, là, les crayonnés, enfin les bonus et les cadeaux. Donc, quels sont les avantages, inconvénients, les différences par rapport à un éditeur classique? Le confort, c'est l'éditeur classique, c'est clair. L'éditeur classique paye en avance. Les avances ont tendance à baisser très fort vu la concurrence énorme entre les titres sur le marché. Mais l'auteur signe la cession de tous ses droits pour toute sa vie plus 5 générations. Ça, il perd tout. Et l'éditeur décide de tout. Mais c'est clair que pour un auteur, quel qu'il soit, c'est quand même beaucoup plus confortable l'édition traditionnelle. L'édition projet libre, l'auteur est beaucoup plus maître de ses choix. S'il prend un projet libre tel que le chat que vous avez vu là par exemple, c'est un projet libre, l'auteur touche 35% sur le prix de vente. Au lieu de 6, 8, 10, ça dépend des contrats d'édition. Mais par contre, c'est un travail énorme, considérable, qui n'existe pas de l'édition traditionnelle. Et l'auteur est libre à tout moment de reprendre cette... Je suis désolé. Je vais mettre en arrêt. Bon, par exemple, si Cynthia et Oliver ne sont pas contents de nous, au 3e tome, ils peuvent très bien partir. Non. Philippe, hein. C'est l'âge au bout d'un moment, quand il parle trop, après il faut... Voilà. Et après le 3, voilà. Ils ne sont pas contents, ils peuvent partir ailleurs. Idem pour Parallèle, en fait. C'est ça. Donc il y a une plus grande liberté, mais la contrainte énorme, c'est l'animation. Mais ça a des avantages aussi. Le contact avec les lecteurs, qui est très valorisant, qui est épuisant aussi, à certains moments. Ouais, voilà. Il faut aimer ça, quoi. Il faut avoir un profil touche à tout, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais. Un profil un peu entrepreneur, quoi. Tu fais l'entrepreneur, c'est la première fois qu'on me dit ça. Non, mais je trouve, par rapport à ce que tu expliquais aussi de la manière dont tu construis tes images, déjà aussi que tu es prof de cinéma, on trouve ça dans la manière de construire tes images, dans ton travail aussi avec Cynthia. Il faut pouvoir passer du temps à faire le montage vidéo pour la promotion sur Internet. Mais tout le monde ne le fait pas, c'est lui qui le fait. Oui, c'est ça, mais je trouve qu'il a un profil qui permet aussi. Non, mais ça, c'est pas un exemple. En fait, je ne suis pas du tout un exemple. Vraiment, ce que je disais que je dors pas beaucoup, je dors oui, vraiment pas beaucoup. Donc j'ai beaucoup de temps la nuit, je dors 3 heures. Donc voilà, j'ai tout le temps un peu pour faire plein de choses. Mais après, c'est pas que ça, c'est par rapport à l'envie. Je pense que si tu veux te lancer dans l'aventure Sandaway, si tu sais que. Que tu peux pas assumer ça, enfin l'animation, l'animation c'est quoi? Moi je me suis donné une règle, en fait si tu veux, c'est, parce que j'ai regardé un peu comment ça marchait avant de me lancer dedans, c'est faire un post tous les 4-5 jours, faire un post, un article, voilà, aujourd'hui on présente pas une planche, tiens, et faire une opération par mois, une opération où les éditeurs peuvent mettre 30 € pour avoir un extébris limité à 30 exemplaires, ou faire une tombola, des fois les énigmes, je fais les énigmes sur Jack l'Éventreur, les énigmes sur Dickens.
Et les énigmes sur parallèle aussi, j'adore faire ça. Voilà, mais voilà, il y a des règles. Si les auteurs qui ne se sentent pas de faire ça, c'est une ordre d'avance. Enfin, je veux dire, ceux qui sont. Tu peux être timide, c'est pas un souci, ça. Tu peux être introverti, tu es chez toi devant ton ordinateur, c'est pas un souci. L'outil informatique permet à plein de gens de se libérer, entre guillemets, quoi. Donc, mais après, il faut avoir aussi, pas les reins solides, mais par exemple, tu vois, Cynthia intervient souvent sur le Oliver et Peter. Bon, je veux dire, sans être c'est moi qui mène la barre, au niveau de l'animation, Laval, qui est quelqu'un d'extraordinairement gentil et qui est quelqu'un aussi reconnu dans la profession, et quelqu'un de très très timide. Il est sur Parallèle, il est intervenu 10 fois, mais pas pour faire des pauses, juste pour faire un petit commentaire. Bravo les gars, merci, une dizaine de fois, je crois 12 fois. Voilà, donc c'est vrai que Parallèle, par rapport à Oliver et Peter, est beaucoup plus fatigant pour moi, puisqu'en plus moi j'anime deux projets. Voilà, j'anime aussi Parallèle et Oliver et Peter, et puis j'ai enchaîné avec le tome 2, et puis on enchaîne avec le tome 3. Et Parallèle est beaucoup plus fatigant parce que Laval ne vient jamais sur le site. Et bon, il fait son taf, il est super Laval. Mais voilà, donc moi c'est plus usant Parallèle, parce que des fois Cynthia prend le relais sur Oliver et Peter, sur Laval, sur Parallèle, non, Laval, j'anime. L'idéal, c'est en fait les auteurs qui sont habitués à aller avoir leur blog, à montrer ce qu'ils font, dialoguer avec les gens, aller sur des sites où montrer leur travail, recevoir des critiques, etc. Pour eux, c'est facile, c'est dans la continuité. Les auteurs traditionnels qui sont habitués à travailler seuls chez eux, à pouvoir signer un contrat d'édition, c'est très difficile, vraiment très difficile. Ils ne comprennent pas. Ils sont très vite déstabilisés. Donc je pense que c'est vraiment un système qui est en devenir. On a mis les bases de quelque chose et ça va se transformer progressivement. Déjà, les hypothèses qu'on avait mises au début, il y a 6 ans pour lancer le site, ont totalement été invalidées et on a complètement changé notre fusil d'épaule en cours de route. On s'adapte quand on se rend compte que les choses ne vont pas, on s'adapte avec les conseils des auteurs, avec les conseils des édinotes. On se rend compte que certaines choses sont à améliorer, on le fait, ça prend à chaque fois du temps, de l'énergie, mais on est en train de construire quelque chose de nouveau qui permet vraiment aux auteurs d'avoir une alternative pour éditer leurs bouquins. Certains auteurs, pas tous. J'ai 2 questions. Comment ça pourrait se passer si jamais enfin, pour la traduction en fait, des BD? Si jamais on venait vous voir en disant ouais, Parallèle, il nous le faut en anglais, ça a l'air super. Il y a 2 situations. Un, c'est un projet Sandaway et l'auteur a cédé tous ses droits. Et donc, nous gérons pour lui les droits de traduction. Soit c'est un projet libre, et si nous sommes contactés, nous demandons l'autorisation à l'auteur pour pouvoir gérer pour lui les droits de traduction. Et donc, à ce moment-là, il y a un partage de l'argent entre l'auteur et nous. Nous servons d'argent. Et c'est déjà le cas. Hein. On a plusieurs livres qui sont traduits en espagnol, en néerlandais, en allemand. Et on a déjà des demandes pour Elblar, que vous avez vu là, pour les Vikings, alors qu'il n'est même pas sorti. Et ma deuxième question, c'est au sujet de Sandaway. Il y a combien d'employés chez vous? On a un employé. Ouais. On est des artisans, en fait. On a un employé et on a 3 indépendants. Il y a moi. Le deuxième indépendant, c'est mon éditeur adjoint, qui filtre les projets. Le seul employé, c'est celui qui s'occupe de la communication, donc réseaux sociaux, presse et compagnie. Et la 4e personne qui est indépendante s'occupe de tout ce qui est administratif et commercial. Et malheureusement, quand on vit en Belgique, qui est un pays de fous, il fait 90% d'administratif et 10% de commercial. Beaucoup de paperasse. Donc vous n'êtes pas producteur de votre propre site web en fait? Vous n'êtes pas producteur de votre propre site web? Si, mais nous avons un développeur externe. Et nous avons quelqu'un qui gère l'animation sur le site et sur les réseaux sociaux. Donc on a un community manager qui s'occupe de communication aussi. Et donc on est une toute petite équipe et alors on est aidé par des édinotes. Par exemple, chaque fois qu'un album sort, c'est 400 envois à faire. Pour une certaine personne, c'est un album avec son certificat nominatif. Pour une autre, c'est un album dédicacé avec un ex-libris numéroté. L'album doit avoir le même numéro que l'ex-libris. Pour l'autre, c'est un album numéroté avec une dédicace. Et c'est peut-être la bonne personne à dédicace, etc. C'est un travail de dingue. Et on a un édinote qui est là et qui vient s'occuper de la gestion. Plus l'envoi à la Poste, Mondial Relais, etc. Parce qu'on travaille avec des points relais. Donc, heureusement qu'on est aidé par les édinotes. C'est aussi un des miracles du système qu'on a mis sur pied, quoi. Francophone ou la communauté des édinotes?
pratiquement totalement francophone, et c'est 2 tiers France, 1 tiers Belgique, grosso modo, plus beaucoup d'expatriés qui s'intéressent à la bande dessinée et qui ont donc, grâce à ce site, l'occasion de pouvoir dialoguer avec des auteurs. Et ça nous crée un énorme problème quand il faut envoyer des contreparties au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Turquie, etc. Vous avez édité combien de BD depuis que vous avez commencé? On est à une quarantaine et on est au rythme de... L'année passée, cette année-ci, c'est 15 ou 16 albums et on devrait avoir à peu près la même chose l'année prochaine. Ça va croissant, en fait. On était à 3 la première année. Donc 40 en 6 ans, quoi. Oui. Oui, et donc la première année a été nécessaire pour l'investissement des gens. Et puis le premier album est sorti 1 an après le lancement. Et le deuxième 6 mois après, et 2 mois après. Et puis l'année suivante, 5, je pense, et puis 6 ou 7, et puis ça a explosé l'année passée. Ce qui est normal, parce qu'il a fallu un certain temps pour que les projets soient financés, et puis il faut les dessiner aussi. Ça prend 1 an de dessin. Oui, il faut 1 an pour dessiner une BD, à peu près, quoi. Plus, oui. Oui. On a un projet qui s'appelle Toxic Boy, qui est un projet de 4 volumes de 300 pages, format manga, roman graphique, qui est fabuleux, vraiment fabuleux. Lui, il faut 2 ans pour faire son album. Mais j'ai mis là-bas des fascicules que vous pouvez récupérer, qui sont des choses qu'on donne aux idinotes, mais qui servent aussi à la promotion. Et là-dedans, je pense qu'il y en a un sur Toxic Boy. Oui, oui. Le numéro 2 est en financement sur le site. Et pour lancer l'édition, il faut que le projet soit à 100%, qu'il arrive à 100% des donations? Oui. Une fois que ça arrive à 100%, justement, l'auteur, il peut encore mettre 1 an pour créer sa BD. Oui, mais certains auteurs commencent à travailler avant. Donc pendant une certaine période, on a garanti la parution à 75% parce qu'on s'était rendu compte que aucun projet qui avait atteint ce niveau-là n'avait pas été financé. Tous avaient été financés. Et puis malheureusement, après, on a eu l'effet contraire. Et donc on a dû interrompre et revenir au niveau des 100%. Mais bon, à un moment donné, on sent que la dynamique est telle que l'album va paraître et à ce moment-là, les auteurs peuvent commencer à travailler. Une fois que ça arrive à 100%, la communication continue sur le site quand même? Toujours, oui. On continue pour attirer les gens et puis il faut faire la promotion. Oui. Même s'il y a un danger, des fois, tu vois, il y a des fois des auteurs, c'est vrai, qui s'arrêtent après. Avant, c'était ça le problème. C'est pour ça que la règle a été changée. À 75%, il y avait beaucoup d'auteurs. Bon, voilà, 75%, la publication est garantie. Et même si on n'arrive pas à 100%, ben, Sandaway complétera. Donc, ce qui a mis un petit peu en danger, je peux le dire, Sandaway. Voilà, parce qu'après tout, pourquoi s'enquiquiner, aller chercher les autres 25%? 25% de budget à 40 000 euros, ça fait quand même 10 000 euros. À mettre par Sandaway, c'est leur commission de 5 000 euros. C'est bon, elle est partie en fumée, quoi. Voilà, donc cette règle, moi j'ai trouvé, quand je suis arrivé sur le site, 2 ans, ça fait que 2 ans que je suis sur Sandaway, je trouvais cette règle assez perverse, quoi. Voilà, et donc c'est vrai que même après à 100%, il y a aussi des fois, bon, on voit beaucoup moins de posts. Voilà, nous on fait pas ça avec Cynthia, on continue toujours à montrer un petit peu ce qu'on fait, où c'est qu'on en est, la fabrication de l'album et tout ça. C'est que c'est en fait c'est ça, on est accro au bout d'un moment. Comme les édinotes, non mais c'est vrai, c'est pas des blagues. Les auteurs aussi, et les édinotes sont accros. Tu deviens accro, puis c'est des amis, enfin, tu vois, tu communiques avec eux, c'est chouette, quoi. Moi je m'éclate à faire ça. Du coup, ils sont accros, il y en a combien? Est-ce que vous savez combien, après un premier projet, on a décidé de réinvestir dans un second puis un troisième? Alors ça, il y a des édinotes qui s'amusent à faire ça. J'ai reçu un tableau il n'y a pas longtemps, justement, si tu veux, c'est à peu près les mêmes, mais des fois il y a plus. Sur Parallèle, on avait été à 315 pour le premier, et sur le second, on était à 370, je crois, ou 360. Mais on sait que c'est généralement, surtout après quand l'album sort, ça rebooste, les investissements sont reboostés, etc., quoi. Voilà. Une question peut-être qui est même pour tout le site du crowdfunding, mais quand par exemple ça stagne à 50%, qu'est-ce qui est fait de l'argent? Est-ce que c'est réinvesti dans un autre projet ou est-ce que c'est rétribué aux édinotes ou c'est remboursé? C'est remboursé aux gens qui peuvent demander un remboursement réel ou réinvestir dans un autre projet. En général, ils réinvestissent dans un autre projet.
Donc à aucun moment l'argent n'est bloqué, sauf quand le financement est atteint, parce que là il sert à payer les auteurs, la pression, mais à tout moment la personne peut se retirer. On a vu des projets très différents. Du coup, je m'interrogeais sur la nature de la ligne éditoriale, finalement. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Dans le trait, on retrouve plein de choses différentes. Il y avait quand même 3 projets très science-fiction, il n'y en a pas. Donc du coup, comment vous travaillez avec votre éditeur adjoint? Comment vous vous accordez? Bon, alors vous étiez chez Spirou tous les deux, déjà, donc je pense que voilà, vous avez un patrimoine en commun, mais quelles règles vous avez définies au départ, finalement, pour arrêter vos choix? Mais on ne fait pas intervenir nos goûts personnels, autrement on ferait que du gros nez. Et ça ne marche pas sur notre site. Enfin, je caricature un peu parce qu'on apprécie très fort la BD contemporaine aussi. Mais c'est un peu l'image qu'on a donnée au début. Donc c'est principalement le côté qualitatif, le potentiel. Et là, c'est un des arguments pour savoir si on le prend en projet Sandaway ou si on demande de passer en projet libre. Il y a des projets qui s'amènent, qui intéressent peut-être le milieu familial, les copains, l'école. On a un professeur qui a raconté en bande dessinée la grève dans son école. Donc ça mérite un tirage de 100 exemplaires. On ne va pas commencer à mettre ça en librairie, ça n'intéressera personne. Et il y a des projets qui sont plus du niveau amateur, qu'on peut considérer comme une première œuvre d'un auteur. Donc il va apprendre en le voyant publier et va évoluer par la suite. Mais là aussi, on le met en librairie, il se fait laminer directement. Et donc, on a des... Et puis, bon, on se dit, pas, nous, on n'aime pas forcément, mais ça peut intéresser un certain public. Il y a des projets sur le site que personnellement, je déteste, mais on se dit, ça peut intéresser quelqu'un. Il y a un public pour ce genre de choses. Parfois, personne d'autre n'aime, donc ça part. Et parfois, effectivement, ça intéresse des gens. Mais ce n'est pas parce que ça intéresse des gens sur le site que ça va intéresser des lecteurs par la suite. C'est une des hypothèses qu'on avait au début et qui a été tout à fait invalidée. Et du coup, même quand vous n'aimez pas, vous proposez un accompagnement particulier à l'auteur qui vient vous solliciter? Oui, parce que notre accompagnement est plutôt promotionnel. On fait des bandeaux, on lui donne des conseils quand on voit que son animation n'est pas bonne, etc. Par contre, si c'est un projet Sandaway, on joue le rôle de l'éditeur, ça veut dire qu'on intervient dans la création, on dit où ça ne va pas, où on pense qu'il y a des soucis, même si c'est toujours l'auteur qui, en dernier ressort, décide de ce qu'il va faire, de son œuvre. Mais il y a toujours des discussions au moment des couvertures, par exemple, et même au-delà avec les commerciaux. Parce qu'à partir du moment où les commerciaux n'aiment pas une couverture, ça c'est compliqué de les envoyer en librairie pour vendre l'album. J'ai répondu à la question. Je le prends au passage. Et quand vous avez commencé le projet, vous saviez exactement dans quoi vous vous embarquiez, le projet Sandaway ou... On ne savait pas du tout à quoi on s'embarquait. On ne savait pas que ce serait une telle usine à gaz. Non, comme je disais, on pensait que ce serait simplement, comme dans une maison d'édition normale, on met le projet en ligne, les gens lisent, ils sont intéressés, mettent de l'argent. On ne se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait à côté, de toute l'énergie qu'il fallait dépenser pour que les gens viennent en permanence sur le site, toute la communication qu'il fallait faire, etc. Qui est démesurée. Et vous le referiez, du coup, maintenant, en sachant ça? Mais j'adapterais peut-être le modèle au départ. Oui, oui, parce qu'on a une trop petite équipe pour tout ce qu'il y a à faire. Heureusement, très motivé. S'il fait beau à La Réunion, c'est agréable de travailler là-bas? Ben moi, je suis originaire de... Ça s'entend, de toute façon, je suis originaire de Castres, dans le sud-ouest de la France. Mais ça fait 20 ans que je suis parti de chez moi. Voilà, j'ai même pas à l'Est, j'ai vécu à Tahiti aussi, sur un atoll pendant 4 ans. Et là, ça fait 11 ans que je suis à La Réunion. Et sinon, il fait chaud en ce moment. Ouais. C'est la saison chaude qui commence, la saison des pluies. En fait, non, mais tu rigoles, mais le truc qui me manque vraiment, j'en ai vraiment marre. J'ai vraiment envie de rentrer, de retrouver en fait les saisons. C'est ce qui me manque le plus. Je suis extrêmement content d'être en Bretagne. Déjà parce que j'adore la région, ça fait plusieurs fois que je viens. Non, c'est vrai. Mais il me manque l'automne, l'hiver, le printemps, etc. Ça n'a rien à voir avec le crowdfunding, si tu veux. Mais voilà, donc j'ai vraiment envie de rentrer. Je suis un peu bloqué là où je suis. Puis en plus, maintenant avec la BD, je me sens vraiment, vraiment loin de tout. Ouais. Ouais, voilà. Culturellement, c'est des fois un peu sclérosé, je trouve. Ouais. Et puis pour la BD, c'est vrai que oui, c'est assez frustrant d'habiter si loin. À un moment, tout à l'heure, vous parliez d'un Edinautre qui a contribué à hauteur de 9 000 €. Est-ce que c'est un fait exceptionnel? Est-ce que ça arrive? Alors, je crois que tu disais tout à l'heure, peut-être entre 5 et 10 personnes
Qu'est-ce qui motive ces gens, en fait? Alors, il y avait une liste de choses qu'on reçoit quand on contribue à cette hauteur-là, mais concrètement, ces personnes-là, elles sont motivées par quoi? La défiscalisation? Non, même pas. Non, c'est pas. Non, non. Donc c'est donc le personnage qui a mis autant d'argent, donc 9 000 €, le personnage Lady Note, et le personnage, en fait, le héros de Parallèle à sa tête. Donc Laval s'est complètement approprié son visage, et il est le héros de Parallèle. Donc c'est quelqu'un qui avait dans les moyens, et je lui avais dit, tu vas pas mettre autant de fric dans la BD, parce qu'il a mis 6 000 € pour le personnage. Ça, on fait des enchères, hein. C'est parti à 400 €, et puis ça monte à des hauteurs hallucinantes, quoi. Par exemple, il y a le président des États-Unis, dans Parallèle, donc qui se passe en 2082, on a des parties d'enchères à 200 €, on va dire, on présente le personnage, etc. Et c'est parti, mais quand on a fait les enchères, donc dans les 5 dernières minutes, j'étais halluciné par les sommes que je voyais. Et le gars me disait, mais moi je m'en fous, je vais être soit le héros, soit le président, je vais avoir ma tête dans une BD, d'un truc qui, je suis sûr, va marcher pendant 4 tomes. Tu vois? Donc après déjà, c'est des gens qui ont les moyens, mais ce n'est pas rare. On a sur mes 2 projets, bon je parle sur mes projets, après bon les autres je regarde pas, mais sur les 2 Parallèles, les 2 Oliver et Peter, et déjà par exemple sur le tome 3 d'Oliver et Peter, je te dis là il y a 18%, on est à 30% depuis hier, il y a quelqu'un qui a mis 3 900 € dans la BD. Donc il y a des gens qui mettent 20 €, et d'autres gens qui mettent 30, et d'autres qui mettent des milliers d'euros. C'est pas, alors ils sont pas 50 000, mais c'est vrai que voilà, ce sont des passionnés, je sais pas, je saurais même pas te l'expliquer. Des collectionneurs aussi, parce que par exemple, des fois, il y a aussi des enchères. Quand Cynthia, par exemple, fait un dessin, une illustration, on fait des ex-libris de cette illustration et on vend l'original aux enchères. Et l'original, on part toujours à 100-150 €, et puis ça s'emballe, et puis il y a une sorte de compétition entre les édinotes. Et sur les 8 plus grosses ventes d'originaux sur Sandaway, les 8 sont sur le projet soit Parallèle, soit Oliver et Peter. On a des originaux de Cynthia qui sont partis à 2500 €. Ce qui est énorme par rapport, pour ceux qui regardent un petit peu les sites de vente de planches, etc., vous avez des planches de grande hauteur qui sont vendues à... Donc c'est ça aussi, c'est pas l'esprit Sandaway, enfin si en fait c'est ça, c'est un peu l'esprit Sandaway. C'est-à-dire que les gens sont prêts à... Ouais. Mais ils sont contents, enfin ils dialoguent avec les auteurs, c'est des trucs dédicacés, enfin c'est particulier, hein, c'est particulier. Ça crée des liens très forts. Mais les gens qui mettent autant de sous, bon, sont des gens qui ont partout, qui ont les moyens, quoi. Mais les amateurs de bande dessinée sont assez particuliers. On le voit sur le festival, il y a des gens qui font la file pendant 4 heures pour avoir un dessin d'un auteur. Ils viennent de l'autre bout de la France, ils payent le trajet, ils payent l'hôtel, la nourriture et tout, pour pouvoir avoir un dessin. C'est des collectionneurs, c'est des passionnés. Et ici, si cette personne n'avait pas collectionné la bande dessinée, peut-être qu'elle collectionnerait les Porsche, les Alfa Romeo, les Matisse, les Picasso. Et ça n'a pas une vraie valeur. À partir du moment où ils ont de l'argent, ça n'a pas une vraie valeur pour ça. Ce qui est important, c'est la passion. Et pour le reste, on a une typologie de gens qui ont vraiment beaucoup d'argent. On a une typologie aussi de gens qui sont des gens de plus de 40 ans qui ont assez d'argent pour acheter des contreparties de 100, 200 €. Et puis l'autre partie, ce sont les gens qui ont envie de lire l'album. Et soit l'album en édition normale, comme ils le paieraient en librairie, mais avec leur nom dedans, ou alors le niveau 50, où ils ont en plus un petit timbre premier jour d'édition. On fait comme pour les timbres, donc on a un cachet premier jour d'édition. Dans chacun de ces bouquins-là, ils ont un ex-libris qui est signé, numéroté, l'album numéroté. C'est pas tellement cher par rapport aux éditions de luxe, et ils sont contents avec ça. J'ai une autre question sur un autre sujet, c'est la mise en contact entre scénaristes et dessinateurs, par exemple. Est-ce que ça se passe par l'intermédiaire de Sandaway, ou c'est parce que vous connaissiez, ou vous êtes... C'est pas. Non, j'ai fait le projet. D'abord, j'ai monté avec Cynthia, donc c'était Oliver et Peter, c'est une de mes premières idées après Gauthier de Chalut, enfin, ma première BD. Et donc c'est vrai que j'avais cherché un petit peu sur des blogs des dessinateurs, puis j'avais vraiment accroché sur le dessin de Cynthia. Je lui ai envoyé le projet, puis elle a vraiment accroché sur le scénario. Et voilà, c'est parti comme ça. Laval, je le connaissais parce qu'il était venu à La Réunion pour le festival 2013, dont j'étais un des co-organisateurs. Et puis on avait vraiment échangé, etc. Et voilà, donc j'ai présenté le scénar de Parallèle, et puis voilà, en 1 heure il a accepté, puis il était partant, quoi. Après voilà, c'est des rencontres, etc. Après moi j'ai rencontré aussi d'autres auteurs comme Carlos Puerta, etc. Michel Faure aussi. Et voilà, c'est des échanges. Après voilà, si l'histoire plaît, si le dessin plaît, c'est une osmose qui se fait, quoi. Mais c'est pas ça, on n'est pas passé par Sandaway. On a fait quelques mariages. Pas beaucoup.
C'est pas facile. Parce qu'il faut vraiment une complicité entre les auteurs pour que ça réussisse. Ou on a aussi des divorces aussi. Des auteurs qui commencent un projet ensemble et puis ça va plus et on arrête. Ça vient d'arriver avec un excellent projet. Et est-ce que vous faites des albums jeunesse aussi ou c'est que des bandes dessinées? Non, la typologie est vraiment BD ado-adulte. Tout public ne marche pas. Pourtant on a eu Cauvin, qui est quand même le meilleur vendeur de chez Dupuis. On a eu Tom qui a fait Petit Spirou quand même, un grand succès. Darras qui fait Tamarade, où il y a un film maintenant à la télé, mais il ne marche pas. Il a fallu qu'on rajoute de l'argent. C'est ces fameux projets où on a décidé de compléter parce que la communauté est telle que ce genre de projet ne les intéresse pas. Ce qui est un sérieux problème pour nous, parce qu'il y a des albums qu'on voudrait publier, et puis on a vraiment de très chouettes projets, mais qui ne parviennent pas à intéresser les internautes. Donc c'est un des côtés négatifs du concept. Ou alors il faudrait trouver effectivement des sociétés mécènes qui soutiendraient ces projets-là et qui auraient alors, un, l'avantage de l'image, et deux, peut-être des avantages fiscaux en déduction d'impôts. Mais c'est une autre réflexion. On perd l'esprit financement par les lecteurs. Pardon? C'est plus l'esprit financement par les lecteurs. Non. C'est plus le même, la même chose. Non, mais c'est un complément. Mais ça permet de faire vivre des bouquins. Notre but, c'est uniquement ça. Tout ce qu'on fait là, c'est pour que des bouquins existent. Que des choses qui sont dans l'esprit des scénaristes et dessinateurs puissent arriver un jour en librairie, sur papier et en numérique aussi, bien sûr. Même si ça représente une partie minuscule du marché. Voilà. D'autres questions? Vous pouvez prendre les fascicules là. Si vous passez sur notre stand demain, ils seront là pour signer. Et en plus, vous pouvez recevoir des albums gratuits si vous vous inscrivez sur la communauté. Ça ne vous coûtera rien. Sans engagement. Et vous avez par exemple Toxic Boy qui est très chouette.